Bonjour et merci. Oui, de la ville contre nature, je vais repartir de la question qu'a posée une participante. Les villes, effectivement, on peut penser, se sont construites, sinon contre la nature, du moins à l'abri ou à l'écart de la nature, pour nous protéger des éléments, pour nous protéger de la boue, de la pluie, du vent, de la chaleur et du froid. Or, il est sûr, et nous sommes réunis aujourd'hui pour cette raison, que de cette façon de faire, on est en train d'en voir le bout, puisque ce qui nous protégeait, maintenant nous expose. En ce sens que nous ne sommes pas à l'abri du chaud, nous avons trop chaud, les villes apportent de la chaleur, et, comme il a été aussi rappelé, il ne servirait pas à grand-chose de mettre encore plus de climatiseurs, puisque d'une part les climatiseurs font du froid dedans en mettant du chaud dehors, et surtout augmentent considérablement le bilan carbone de ceux qui les utilisent, et donc au lieu de permettre de lutter contre le changement climatique, le renforce. Donc, et nous sommes là pour ça, on va végétaliser les villes, on va faire revenir la nature en ville, on va demander à la nature de nous aider à nous protéger de ce que nous avons fait nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, Nature-Based Solutions, qui sont mises en avant par des grandes ONG internationales comme l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Donc, apparemment tout va bien. La question qui se pose, bien entendu, c'est peut-on y arriver? Et en fait, n'est-on pas très exactement en train de faire le contraire? Le titre de cette journée est en effet qu'on en appelle à la nature pour humaniser la ville, mais on peut se demander si ce n'est pas l'inverse qui s'est passé, si nous n'avons pas tant humanisé la nature que nous lui avons donné notre nom, puisque c'est là le sens de la proposition qui a été faite il y a déjà 20 ans, de désigner une nouvelle ère géologique, une nouvelle époque de l'histoire de la Terre, en l'appelant Anthropocène, donc en donnant le nom de l'homme, Anthropos, à une ère géologique, ce qui est une façon, ce qui peut se comprendre comme une façon de dire que la nature n'existe pas ou n'existe plus, qu'à la place, il y a le règne de l'humain. Alors, que la nature existe encore, Anthropocène ou pas, c'est bien ce qu'on dit quand on dit que l'humanité est devenue une force géologique, mais disons que cette nature qui existe toujours, c'est plutôt la nature de notre impuissance que la nature de notre puissance, c'est cette nature du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité et d'autres phénomènes du même type contre lesquels nous ne pouvons pas grand-chose, ou nous espérons pouvoir quelque chose mais n'y arrivons pas toujours, et que donc la nature qui existe toujours à l'Anthropocène, ce n'est pas cette nature verte, végétale, sensible, aimable et utile qu'on est en train d'essayer de vous décrire, ou en tout cas ça n'est peut-être qu'une façade. Il y a un peintre chinois de Shanghai qui s'appelle Yang, et qui est un peintre contemporain, jeune, et qui imite le shanshui chinois, qui est la peinture de paysages, montagne et eau, hein, des montagnes qui tombent dans l'eau, dans la brume, hein, c'est tout à fait joli, mais quand on se rapproche de ce qu'il présente comme tel, et qui est à l'arrière, à l'air d'une aquarelle, on se rend compte qu'en fait c'est des photos, et que c'est des photos de carcasses d'immeubles, hein, que derrière ce qu'il y a derrière ou à la place du shanshui, c'est en fait
des villes assez monstrueuses, réduites hein, à des carcasses d'immeubles entassées les unes sur les autres. Donc la question est comment pouvons-nous éviter cela hein? Est-ce que nous n'avons pas tellement détruit la nature que finalement de nature il n'y en a plus, ou il n'y a plus la nature dont nous ne voulons pas, ou seul d'ailleurs des rats, non pas de vers, mais il y aura des rats à la place. Alors, je crois que pour reprendre, essayer de réfléchir à tout ce qui vous a été proposé jusqu'à présent, comme des essais de solutions, bon, il y a une phrase à laquelle j'aime bien revenir, qui est celle d'Einstein, qui dit qu'on ne résout pas les problèmes dans les modes de pensée où ils ont été élaborés. Et je pense que le premier type de mode de pensée à remettre en cause, c'est celui justement de la solution des problèmes, de l'idée que ce que nous avons à faire, c'est apporter une solution à un problème. Et donc, c'est la vision technique des choses. Hein. C'est un autre type de technique, mais on est toujours dans la technique. Or, de ce point de vue-là, depuis le temps que je fréquente les milieux environnementaux, il y a une chose dont j'ai été convaincu, quelques solutions techniques qu'on trouve, les désavantages en seront plus importants parce que les effets non voulus, involontaires, risquent d'avoir plus d'importance que les effets volontaires. Autrement dit, si vous verdissez une façade, vous pouvez être sûr que quelqu'un va arriver et va faire le calcul de l'énergie que ça coûte, du bilan carbone de ce que ça représente, et va montrer que finalement, non seulement c'est cosmétique, c'est une façade, mais en plus, finalement, ça coûte plus en énergie que ça ne retire de CO2 ou que ça n'apporte de fraîcheur. Donc, c'est quoi abandonner ou ne plus penser uniquement en termes de solutions et à des problèmes? Je reprendrai un peu le vocabulaire de Bruno Latour, c'est abandonner le langage de la causalité pour le langage de la sociabilité. C'est ne plus réfléchir simplement en termes d'effets et de causes, mais en termes de rapports sociaux, c'est-à-dire qu'en reprenant sur ce que Philippe Clergeau vous a dit de la fonctionnalité, hein, on peut penser la fonctionnalité dans une multicausalité, donc toujours dans le langage de la causalité, on peut le penser dans le langage de la relation, et donc penser nos rapports à la nature en termes de relation avec la nature et pas seulement en termes d'effets qu'on peut attendre de la nature. À l'appui de cette mise en cause d'une vision purement technique, bon, je rappellerai la phrase, je soupire parce que je ne suis pas heideggerienne, mais je vais citer Heidegger. Je rappellerai la phrase souvent citée d'Heidegger, citée à des urbanistes ou à des architectes, hein, qu'avant de bâtir, il faut habiter. Ce qui veut dire qu'on ne raisonne pas en termes de fabriquer, de bâtir une maison avec des pierres ou du béton, mais qu'on est en rapport avec un milieu, et là aussi on peut reprendre ce qui vous a été dit précédemment sur, bon, ce qu'on peut appeler une approche holistique, c'est-à-dire ne pas considérer la nature comme, ça a été dit, un objet qu'on introduit, mais continuer à laisser la nature entrer en ville. Elle l'a toujours fait, elle continuera à le faire, mais l'accompagner, l'aider, d'où ces trames vertes ou bleues, hein, où la ville n'est plus ce lieu où on importe une nature exotique, mais où c'est un lieu qu'on ouvre sur l'extérieur, dans lequel on laisse entrer et sortir la nature. Autre façon de dire que avant de bâtir, il faut habiter, c'est dire aussi que la ville, c'est pas seulement une technique, on a un rapport à des matériaux ou à la nature, que si on parle pas seulement de ville, mais d'urbanité, ou en
reprenant des racines grecques de polis d'une manière ou d'une autre, c'est que la ville, c'est pas simplement un ensemble technique, c'est pas seulement cet amoncellement de carcasses d'immeubles que montre Yang Yongliang. La ville, c'est un rapport aussi, c'est un rapport entre les hommes. Hein. La ville, c'est un modèle social, et pas seulement un modèle technique. Et que de ce point de vue-là, je pense, et ça a été montré dans les interventions antérieures, en vidant la ville de la nature, d'une certaine façon, on la vide aussi de sa sociabilité, et que donc c'est en reliant, en laissant les habitants et les citoyens se lier à la nature, qu'on échappera à une effectivement déshumanisation de la nature par technicisation complète. Et je terminerai, puisque nous sommes à Genève, en citant Rousseau, le citoyen de Genève, chez qui on peut lire. Alors ça peut être étonnant parce qu'on peut penser que Rousseau, c'est une nature, une existence rêvée, idéale. En fait, Rousseau disait un petit peu déjà ce que nous avons besoin de dire aujourd'hui. C'est Rousseau qui raconte ça dans les rêveries du promeneur solitaire. Il est en train de fuir le Parlement de Paris. Il a publié Émile et le contrat social, mais il est aussi en train de fuir le Grand Conseil de Genève, avec qui il ne s'entend pas très bien. Et donc il est réfugié près de l'île Saint-Pierre, et il est tout seul. Il arrive dans un endroit perdu, il marche, il monte, il est près d'un ravin, où il y a des fossés, il y a des grands arbres, il y a des buissons, il se croit complètement seul dans le monde. Et puis, bon, il se détend un peu, il a été tellement persécuté. Et puis là-dessus, il entend un bruit mécanique, répétitif, qui ne s'arrête pas. Alors il se rapproche un peu de son fossé profond, de son buisson, et qu'est-ce qu'il découvre de l'autre côté du buisson? Une manufacture de bas. Bon, il pourrait dire, la nature est perdue, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, c'est le Rousseau qu'on connaît, hein. Si elle n'a jamais existé, elle n'existe plus. Eh bien non, il dit la Suisse, c'est ça. La Suisse, c'est ce mélange de ville et de nature qui fait qu'on passe de façon continue de la ville à la nature. Et donc, je crois que ce que Rousseau, la réponse que Rousseau apporte à la question que je posais, comment faire en sorte que, c'était le titre d'un film tiré de l'événement anthropocène de Bonneuil et Fressoz, comment faire que on n'en soit pas à un point tel que l'homme a mangé la terre. Hein, c'est le titre du film. Eh bien, ce qu'il nous faut, c'est arriver à penser à la fois la nature et la société, ce qui est la chose la plus difficile du monde. C'est une chose très difficile parce que nous sommes complètement formés à cette dualité, mais essayer de penser au-delà de cette dualité, en pensant les deux à la fois, et là encore, je terminerai sur Rousseau, en disant que, eh bien, Rousseau, c'est à la fois l'amoureux de la démocratie et l'amoureux de la nature, et que apporter une solution à tous les excès de béton, c'est du côté de la nature, je crois que c'est aussi du côté de la démocratie. Autrement dit, il ne s'agit pas d'administrer les choses, mais il s'agit de nous gouverner entre nous. Merci beaucoup.